Chers amis du Club des Vigilants, nous recevons aujourd'hui Michel Duclos. Bienvenue au club, Michel Duclos. Diplômé de l'ENA, vous maîtrisez les arcanes de la diplomatie internationale. Vous avez représenté la France, ambassadeur auprès du comité politique de sécurité, le COPS, à Bruxelles, représentant de la France aux Nations Unies. Vous avez été ambassadeur de Syrie de 2006 à 2009 et vous êtes l'auteur de La longue nuit syrienne, où vous nous faites vivre les années difficiles de la diplomatie. Vous êtes désormais conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne et à ce titre, vous avez participé à la rédaction du livre « Le monde des nouveaux autoritaires ». Alors c'est un livre très intéressant où vous découvrirez le parcours d'un certain nombre de personnes, je dirais hélas bien connues pour la plupart, mais vous analyserez surtout les raisons et les conséquences de leur influence sur la politique mondiale avec l'émergence d'une tentation autoritaire. L'année dernière, vous avez écrit un nouvel essai et je vous montre le livre parce que je le trouve remarquable personnellement et je le lis avec ça, voyez-vous. L'année dernière, donc, vous avez écrit un nouvel essai, « La France dans le grand bouleversement du monde ». Votre coup d'œil d'homme d'État porte un regard critique sur les doctrines de la politique étrangère de la France héritées du passé, qui ne correspondent plus aux réalités contemporaines. Chers amis, l'esprit qui anime notre club est apprivoiser l'avenir. Avec Michel Duclos, il est temps d'écouter la parole du diplomate émérite, que je cite, qui de son passage dans le service diplomatique a gardé le réflexe conditionné du réalisme, la préférence pour les faits et la crainte des illusions. Sur un sujet sensible, nous aurons grâce à vous une parole juste, vraie, bénéfique et équitable pour tous, une parole source de bonne volonté. Michel Duclos, c'est à vous, pendant une vingtaine de minutes, et puis, comme l'a dit Anne, notre présidente, nous aurons notre heure habituelle de questions-réponses avec tous les participants et participants. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Bon, le sujet qui serait, disons, l'impact de la guerre en Ukraine sur la diplomatie française, sur le monde en général, est un très vaste sujet dont je crois d'ailleurs qu'on ne commence seulement qu'à l'ouvrir. Mais peut-être ce matin, pour lancer la discussion, j'aborderai, comme nous en sommes convenus avec Anne et Jean-Michel, deux thèmes. Celui de la sécurité européenne et celui de ce qu'on appelle le Sud global. Alors sur la sécurité européenne, et pour simplifier évidemment de manière hyper schématique, je crois qu'il y a trois dimensions. Il y a une dimension la Russie et nous, il y a une dimension nous et les États-Unis, et il y a peut-être une troisième dimension, nous entre Européens, ou la France et l'Europe. Sur le premier point, ce qui est mon hypothèse de travail, c'est que nous sommes entrés dans une confrontation pour une longue durée avec la Russie. C'est-à-dire, je pense que la Russie va naturellement sortir mal en point de cette tragique aventure militaire dans laquelle Poutine l'a lancée, affaiblie économiquement, politiquement, encore plus dépendante de la Chine. Et à mon sens, cette Russie-là sera une Russie encore plus frustrée, encore plus revanchiste, et donc encore plus agressive vis-à-vis de l'Europe. Et c'est pourquoi il y aura besoin en Europe, pour une génération malheureusement, de reconstituer une capacité de défense et de dissuasion importante. Alors, je dois dire que d'autres peuvent tenir une autre thèse, ou du moins apporter des nuances, en disant aussi que cette Russie affaiblie aura peut-être des sentiments d'hostilité toujours aussi forts, mais beaucoup moins de moyens. Et donc, on peut dire, à quoi bon se réarmer quand on voit que l'armée russe n'est pas aussi puissante que ce que l'on pensait. Donc, probablement qu'il y aura un arbitrage à faire
entre ces deux calculs possibles. Deuxième point, l'Europe et les États-Unis. Contrairement à ce qu'on avait beaucoup anticipé ou prédit, les États-Unis ont été au rendez-vous. Et donc le désengagement américain qui était en action depuis des années maintenant, au moins depuis Obama, a trouvé là son point non seulement d'arrêt, mais même d'inflexion. Et il y a un réengagement américain vis-à-vis de la sécurité européenne. Alors ceci dit, pour combien de temps? Quelle est la nature exacte de ce réengagement? Moi, j'ai beaucoup pensé que les États-Unis voyaient à travers l'Ukraine un moyen d'adresser un signal à la Chine. Et donc de montrer que l'Occident était moins décadent que les autoritaires ne le pensaient, et que par ailleurs, c'était une occasion d'affaiblir ce pays, la Russie, qui finalement est le seul allié de la Chine. Mais je dois dire qu'il y a sans doute plus que ça aussi, et que cette administration-là, alors ce ne sera pas forcément le cas de toutes les administrations, a cette notion que les intérêts des États-Unis sont des intérêts globaux et qu'on ne peut pas différencier un théâtre européen d'un théâtre asiatique. Alors cependant, la prudence, c'est quand même de considérer que si on veut que l'avenir soit maîtrisé, il est quand même préférable de rééquilibrer la relation transatlantique et donc que les Européens en fassent plus pour permettre aux Américains de mieux se consacrer à d'autres défis sans pour autant abandonner l'Europe. Et ça, c'est probablement un des grands axes de la politique européenne dans les années à venir. Et ça nous amène à l'Europe et à nous-mêmes. Cet agenda-là coïncide avec l'ambition de la France depuis toujours, mais surtout dans le premier quinquennat de M. Macron, qui était de faire une Europe forte, une Europe puissance, une Europe géopolitique, quelle que soit la formule que l'on peut utiliser. Et d'une certaine façon, il est vrai que l'Ukraine a provoqué un sursaut qui se manifeste pas seulement en matière de défense, mais y compris en matière de défense. Le paradoxe, c'est que la France, à mon sens, n'est pas vraiment en position de jouer un rôle leader dans cette entreprise, parce que notre tropisme du dialogue avec la Russie et aussi nos positions traditionnellement critiques à l'égard de l'OTAN nous ont, le mot marginalisé est peut-être un peu fort, mais nous ont déplacés de l'axe central des réflexions européennes en matière de sécurité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la Pologne, les pays baltes, d'autres qui donnent le là, avec un appui extérieur britannique qui est évidemment très, très curieux. Il y a une sorte de leadership britannique sur une partie de l'Europe qui s'exerce à notre détriment. Alors, là aussi, bon, comme vous l'avez rappelé, Jean-Michel, avec gentillesse, j'ai une longue expérience diplomatique. Je ne crois pas du tout que les Polonais vont remplacer la France comme leader de l'Europe, bien entendu. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre capacité d'entraînement est beaucoup plus réduite que ce n'était le cas encore il y a quelques mois ou quelques années. Et là, d'ailleurs, il faut surveiller le discours de Prague du chancelier Scholz a bien montré que en Allemagne, Berlin est décidé à prendre le tournant et à apporter un certain nombre d'idées, de propositions sur ce que pourrait être l'Europe de l'avenir, alors qu'il faut bien le dire, nous vivons encore un peu sur notre stock d'idées passées. Alors voilà quelques éléments sur le premier thème, la sécurité européenne. J'aborde l'autre thème avec peut-être plus de prudence encore, si je puis dire, car il est plus malaisé à cerner.
Mais il y a une chose qui est claire, vous avez pu le lire dans tous les journaux, nos dirigeants éprouvent une certaine surprise à voir qu'un grand nombre de pays du Sud ne sont pas avec nous dans cette crise, ou plus exactement ont condamné l'agression russe, notamment dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, mais refusent les dispositifs de sanctions, refusent de cesser de commercer avec la Russie, et surtout ne partagent pas notre perception. Et là, en termes de perception, ça s'est vu par exemple par les déclarations de l'ambassadeur du Kenya aux Nations Unies, qui a dit « mais c'est une affaire d'Européens, ça ne nous concerne pas ». On l'a vu aussi par les déclarations de Lula, quand même un ancien chef d'État et un futur chef d'État très important dans le Sud global. On l'a vu aussi dans les réactions du pape. Un pape argentin qui a dit « mais tout ça ne serait pas arrivé si l'OTAN n'avait pas chatouillé l'ours russe dans son environnement ». Et il y a cette perception, donc c'est une affaire d'Européens, une sorte de Schadenfreude aussi. Quand il s'agit de nos malheurs, ils s'en fichent. Quand il s'agit d'eux, il faut que tout s'arrête. Et cette difficulté pour nous, c'est que l'agression russe est évidemment un prurite nationaliste, impérialiste. Donc c'est une forme de néocolonialisme. Mais dans le Sud global, ce qu'on voit, c'est que l'Ukraine est soutenue par les anciennes puissances coloniales et que l'agression russe est une façon d'ébranler l'ordre mondial dominé par les Occidentaux. Alors, voilà pour les perceptions, mais derrière les perceptions, il y a aussi les actes, parce qu'on pourrait dire, au fond, quelle importance. Ce n'est pas ça qui nous empêche de mener notre duel entre démocratie libérale et puissance autoritaire. L'important, c'est que si l'Inde décide de continuer à faire des affaires avec la Russie, et même c'est plus que ça, si elle voit ce qui se passe comme une opportunité d'acheter du pétrole russe à bas prix, ça fait quand même une différence. Si l'Arabie saoudite refuse la demande américaine d'augmenter la production de pétrole, ça fait une différence. Et donc, il y avait dans le New York Times, dans le Financial Times de ce week-end, un article qui montrait que les achats cumulés de pétrole russe par la Chine et par l'Inde, enfin, le surcroît d'achats compensait l'arrêt des achats d'Europe. Alors, encore une fois, c'est un sujet à traiter avec beaucoup de précaution parce que on peut dire en même temps que les prix sont sacrifiés, que ce qui vaut pour le pétrole ne vaut pas pour le gaz. Il y a toutes sortes de considérations à avoir, mais il est probable quand même que si on voit les choses du côté de Moscou et de Pékin, pour Poutine, l'option existe toujours de reconvertir son économie vers d'autres marchés que les marchés occidentaux. Et donc, il y a une forme de survie possible pour lui en se reconnectant davantage au Sud global. Et puis surtout, il y a un élément plus géostratégique, plus politique, c'est que vu de Pékin notamment, mais aussi de Moscou, la bataille, la rivalité idéologique et politique avec l'Ouest se joue dans ces terres neuves que nous appelons le Sud global. Et donc, s'ils ont le sentiment qu'ils peuvent gagner le Sud, comme au fond le Parti communiste chinois a d'abord gagné les campagnes avant de faire tomber les villes,
ils sont dans la bonne direction. Et pour ces deux raisons, je crois qu'on ne peut pas se contenter de dire and so what. Mais ce sera difficile de renouveler notre politique à l'égard des pays du Sud. Alors bien sûr, j'ai parlé du Sud global, mais en réalité, il y a plusieurs Suds. Bien entendu, le Malawi ou le Sénégal, ce n'est pas la même chose que l'Inde ou l'Arabie saoudite. Et d'une certaine façon, notre problème majeur, c'est l'Inde. C'est l'Inde qui peut faire la différence, parce qu'elle est pratiquement au niveau des géants. Mais malgré tout, l'Afrique, pour l'avenir, c'est quand même une clé des futurs équilibres mondiaux. Et donc c'est préoccupant de voir que l'Afrique, grosso modo, n'est pas avec nous sur cette affaire, ne nous comprend pas. Et même, il trouve plutôt un sujet d'aggravation des désaccords. Et là, je ne vais pas me lancer dans trop de considérations, mais le fameux clivage nord-sud avait été atténué, voire dépassé, par exemple, au moment de la COP21 à Paris. Et là, bizarrement, sous l'effet d'un choc qui n'a rien à voir avec les questions de gouvernance mondiale, il réapparaît aujourd'hui, peut-être aussi en se greffant sur le ressentiment vis-à-vis de la crise du Covid, où nous avons été perçus par les pays africains comme n'en faisant pas assez vis-à-vis d'eux, que nous n'avons pas été suffisamment solidaires. Et là, je terminerai sur cette dernière observation. Pour la France, c'est traditionnellement un de nos points forts, cette capacité de parler au Sud, où nos propres traditions d'indépendance à l'égard du monde atlantique étaient plutôt une force. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup diminué par la fragilisation de nos positions en Afrique, notamment, bien sûr, le véritable repli auquel nous contraignent l'accumulation des coups d'État au Mali et les difficultés que nous avons dans nos entreprises au Sahel. Voilà un certain nombre de remarques pour lancer la discussion. Je vous renvoie au livre que j'ai déjà mentionné, qui reprend beaucoup des points et qui les approfondit, que Michel a développés jusqu'à présent. Alors on va passer aux questions, aux réponses. Je vais bien la lancer. Vous avez parlé, alors ça va permettre aux autres de structurer leurs questions. Moi j'ai un peu d'avance sur vous. Vous avez parlé de la nécessité pour l'Europe de se préparer à une longue confrontation. Une confrontation, ce n'est pas la guerre, mais c'est tout de même un climat qui peut conduire à la guerre. C'est une préparation aussi des esprits. Et la guerre, ce sont des technologies, des tactiques, des stratégies, mais aussi des combattants. Et comment peut-on aujourd'hui préparer la génération Twitter, console vidéo, qui ne bouge pas de sa chambre, et mes propres petits-enfants font partie, à des situations où la guerre n'est pas une posture avec Brad Pitt, mais le froid, des odeurs pestilentielles, les rats, et un temps interminable. Comment est-ce qu'on peut préparer les esprits? Et je vous ramène à Clausewitz avec la remarquable Trinité, on ne va pas la développer, vous la retrouverez facilement. Comment peut-on se préparer à ces temps qui sont des temps de combat potentiel? C'est une vraie question, c'est une question difficile. Vous connaissez Dominique Moïsi qui a écrit un best-seller qui s'appelait La géopolitique des émotions. Et lui, il voit la guerre en Ukraine essentiellement comme un choc émotionnel. Alors je l'ai décrit dans le clivage nord-sud, où on ne réagit pas de la même façon, mais ce choc émotionnel, il existe aussi dans nos sociétés. Et quand même, le degré de compréhension de la cause ukrainienne est très fort. Le degré de mobilisation est très élevé. Et donc, au fond,
ce qu'on appelle traditionnellement depuis Raymond Aron le retour du tragique. Je ne dirais pas qu'il existe, mais enfin il nous frôle d'assez près en ce moment. Et moi je ne crois pas beaucoup, pour vous dire la vérité, à ce qu'on appelle la fatigue de la guerre. La fatigue de la guerre, c'est-à-dire cette idée que les sociétés européennes vont craquer, et que notamment l'Allemagne est désespérée parce que les Allemands risquent d'avoir à prendre des douches froides. Bien sûr, il y a un trouble, il y a un débat, mais nous sommes des sociétés démocratiques, c'est normal. Mais il faut quand même voir l'accueil qui a été fait aux réfugiés ukrainiens. Même en France, on est peu accueillant. Alors, allons plus loin dans des éléments de réponse à votre question. Il faut bien voir que depuis un certain nombre d'années, il y avait une légende sur la Russie qui a détourné les esprits de toute posture de vigilance, pour utiliser un terme que vous aimez bien. Et moi-même, si vous voulez, ça fait 30 ans que j'entends à Paris, la Russie n'est plus une menace stratégique. Voilà, ils ont des missiles, ils ont des armes nucléaires, mais ce n'est pas très grave. Ou alors, de temps en temps, ils mettent la main sur un bout de pays, comme la Crimée ou la Syrie, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont mal compris. Et c'est assez normal, parce que, après tout, la Crimée, c'est chez eux. La Syrie, ils ont des intérêts très, très proches, c'est presque chez eux. Et donc, il y avait ce discours lénifiant qui tendait à diminuer l'impact du risque. Et vous aviez aussi ce schéma que là aussi on entendait tous les soirs dans les dîners en ville, qui était, mais la Russie, c'est moins que le PIB de l'Italie ou de l'Espagne. Et là, je vous assure, des gens extrêmement bien informés disaient ça. Peut-être même le président lui-même. Ça m'a toujours paru personnellement absurde, parce que si à Rome, il y avait un gouvernement d'excités, fanatiques, nationalistes, disposant d'un arsenal nucléaire qui est le second du monde, on aurait été inquiet. Donc pourquoi est-ce qu'on n'était pas inquiet? Parce que c'était à Moscou. Il y a quelque chose de bizarre, si vous voulez. Mais il y a ce tropisme en France, qui est un tropisme culturel, effectivement. C'est vrai que Tolstoï, Dostoïevski, c'est formidable, mais malheureusement, Poutine, c'est pas Tolstoï, c'est un autre monde, si vous voulez. Et donc, on a sous-estimé cette menace. Alors, les Allemands l'ont fait encore plus, si je dois dire, pour d'autres raisons historiques et aussi économiques, commerciales, un peu philosophiques aussi, cette notion que par le commerce, on réussirait à faire évoluer les mentalités. C'était la vision de Mme Merkel. Mais voilà, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que ce qu'on appelle pompeusement le retour du tragique est là, ou plus prétentieusement le retour de la géopolitique, en tous les cas, le retour du négatif, de l'affrontement, de la confrontation. Et il me semble que c'est là-dessus qu'il faut bâtir pour, le mot est peut-être excessif, mais réarmer les mentalités. Alors, d'autant plus que, et là pour le coup le président de la République l'avait bien vu, il y a la menace russe, mais il y a aussi d'autres menaces tout autour de notre continent. Et puis, il y a la possibilité que la Chine, que là aussi nous avons vu pendant des années comme étant une espèce d'immense Suisse très conquérante commercialement, mais très pacifique, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du monde qu'un pays qui arrive à une très grande puissance n'ait pas des tentations impérialistes. Donc c'est ce monde de menaces et de confrontation qui doit revenir présent
dans notre univers mental. Et là, je ne vois pas pourquoi, personnellement, ce serait impossible à faire passer. Alors, surtout si par ailleurs, il y a cette dimension des valeurs, qui est celle les idées libérales contre l'autoritarisme. Et là, peut-être je vais terminer là-dessus, mais pour clarifier les choses, cette idée démocratie contre autoritarisme, auquel, comme vous l'avez dit, j'ai consacré pas mal de soins, puisque j'avais dirigé ce livre sur le monde des nouveaux autoritaires, ce n'est pas un bon concept opérationnel en termes diplomatiques. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça qu'on convaincra l'Arabie saoudite ou l'Inde de se rallier à nos thèses. Mais vis-à-vis de nos opinions, c'est quand même la vérité. Il faut quand même partir de la vérité. Et donc, la véritable difficulté que nous avons, c'est que la démocratie libérale n'est pas seulement menacée de l'extérieur, elle est menacée de l'intérieur par les mouvements anti-système qui aujourd'hui n'accordent plus aux libertés ou à la démocratie la même importance que les générations précédentes. Et Jean-Michel, vous avez mentionné les jeunes gens sur les consoles. Ce qui est le plus préoccupant, c'est les sondages qui montrent que, au moins aux États-Unis, l'idée démocratique recule. Que pour beaucoup de ces jeunes gens, l'efficacité est plus importante que la démocratie. Et là, il faut espérer que ce qui se passe en Ukraine, et là, il faut que les leaders d'opinion le montrent, que oui, quand même, les libertés, ça vaut la peine de se battre pour elles. J'ai un ami qui est complotiste, comme on dit, et qui, lui, était surpris que Poutine ne réagisse pas plus tôt à toutes les provocations ukrainiennes, occidentales, etc. Est-ce que c'est une idée totalement absurde ou est-ce qu'il y a un fond de vérité ou de cause là-dedans? Alors, permettez-moi de profiter de cette occasion pour faire un peu de publicité, parce que dans le dernier numéro de la revue Commentaire, je signe un article qui s'appelle « Comment la Russie a perdu l'Occident ». Parce que j'essaie de réagir contre ce récit, comme on dit maintenant, que si nous avons assisté à une dérive de la Russie sous M. Poutine, c'est à cause de l'Occident, à cause de l'expansion de l'OTAN, en particulier, à cause des Américains, etc. Et ce courant, comme vous le savez, est très fort en France. Il est presque majoritaire, puisque la personnalité qui fait le plus autorité en matière internationale, c'est Hubert Védrine, et c'est la thèse qu'il développe à longueur de colonnes, y compris la semaine dernière, dans une tribune dans Le Figaro. Moi, je crois que dans ce genre de sujet, il faut être très, très nuancé. Et évidemment, ce serait absurde de nier que les Occidentaux n'ont aucune responsabilité. Naturellement, nous avons commis des erreurs. Personnellement, par exemple, je n'étais pas partisan de la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Je trouvais que c'était pour le coup une blessure d'amour-propre qu'on infligeait à la Russie qui n'était pas utile. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le communiqué de l'OTAN, du sommet de l'OTAN de 2008, indiquant que l'Ukraine et la Géorgie n'étaient pas exclus comme futurs membres de l'OTAN, était une maladresse, puisque en pratique, on fermait la porte, mais rhétoriquement, on la laissait ouverte. Donc on perdait sur les deux tableaux, bien entendu. Mais ceci dit, ce qui me paraît beaucoup plus important que ces quelques erreurs, c'est l'exploitation qui en a été faite à Moscou pour justifier une posture de plus en plus agressive à l'égard de l'OTAN. Et si vous voulez,
si vous prenez l'exemple à l'égard de l'OTAN, de l'Occident, vais-je dire, si vous prenez le cas de l'expansion de l'OTAN, c'est tout à fait frappant parce qu'il y a eu cet épisode de 2008, depuis il ne s'est rien passé. On n'a pas intégré de nouveaux membres à l'Alliance, et par ailleurs, les nouveaux membres qui ont été intégrés après la chute de l'Union soviétique, comme la Pologne, les Pays-Baltes, etc., l'ont été dans le cadre de l'accord OTAN-Russie qui limitait strictement l'impact de cette intégration, puisque nous nous interdisions à nous-mêmes de déplacer des troupes ou des équipements majeurs dans ces pays-là. Donc en réalité, on peut dire sans exagérer que l'expansion de l'OTAN a été co-gérée entre la Russie et l'OTAN. Je crois vraiment qu'à Moscou, avec Poutine en particulier, il y a eu très vite une volonté légitime, bien sûr, de réaffirmer le statut de grande puissance de la Russie, allant parallèlement sur le plan interne avec une volonté de rétablir la verticale du pouvoir, comme l'a indiqué Poutine, et qu'au fur et à mesure que justement l'Occident donnait des signaux de faiblesse, ça s'est traduit par une posture d'affrontement. Et pour moi, le moment clé, ça a été 2012-2014. 2012, quand Poutine a été mécontent des gigantesques manifestations qui se déroulaient en Russie, dans les grandes villes russes, et qu'il a ajouté un nouveau tour de vis à la répression, et quand, par ailleurs, il a interprété le printemps arabe comme une nouvelle vague de déstabilisation des pouvoirs établis par l'Occident. Et ensuite, il y a eu 2013, le lâchage d'Obama à l'égard de la Syrie, et donc un nouveau signal de faiblesse de la part de la puissance américaine. Et 2014, l'accession de la Crimée, c'est-à-dire l'Euromaïdan, perçu comme une menace de contagion démocratique, mais aussi perçu comme une opportunité de marquer un point contre les Occidentaux et de renforcer son régime sur le plan intérieur. Et à partir de ce moment-là, je le documente dans mon livre, à partir de 2012, en réalité, sur la Syrie, Poutine est convaincu que l'affrontement avec l'Ouest lui permet de rétablir la position de son pays dans le monde, ce qui s'est produit, et de consolider son régime sur le plan intérieur. Et donc là, le récit, si vous voulez, qui rend les Occidentaux coupables de tout, ne rend pas compte de ce qui est le pilotage par les Russes eux-mêmes de leur destin, par les dirigeants russes. C'est pas s'imaginer que les Russes ou les Chinois réagissent exclusivement en fonction de ce que fait l'Occident, c'est pour moi d'une très grande naïveté, bien entendu. Un pays de la dimension de la Russie, avec l'histoire qui est la sienne, a des ressorts beaucoup plus profonds que d'être une sorte de chien de Pavlov qui réagirait à telle ou telle attitude de l'OTAN. Alors, encore une fois, il faut être nuancé, et c'est vrai que dans l'affaire ukrainienne, dans les derniers épisodes, il est exact que les forces ukrainiennes avaient commencé à se renforcer beaucoup grâce à l'équipement et à l'armement procuré par les États-Unis et le Royaume-Uni d'ailleurs, et que ça s'était accéléré sous l'administration Biden. Et que par ailleurs, il y a eu la vente de drones turcs à Kiev, et donc il y a eu un moment où, vu de Moscou, tout simplement, les proxies de la Russie dans le Donbass étaient en moins bonne position, parce que le rapport de force commençait
elle se retournait à l'égard de la Russie. Et là, on est au cœur de la vraie question pour moi, du vrai dilemme, du vrai retour du tragique et de la vraie question du rapport des forces. Parce qu'on voit le même phénomène à Taïwan. Si les Occidentaux ne font rien, à ce moment-là, ils invitent les puissances autoritaires à étendre leur mainmise sur les pays qu'ils convoitent. Et soyons clairs, l'Ukraine aurait été une proie facile pour Poutine si les Anglo-Saxons n'avaient pas armé les Ukrainiens. Mais si par ailleurs on fait quelque chose, si on arme l'Ukraine ou si les parlementaires américaines viennent à Taïwan marquer leur soutien au statu quo, rien de plus, à ce moment-là, c'est perçu comme une provocation, c'est le mot qui est utilisé. Et donc nous sommes, si on regarde l'ordre mondial, si vous voulez, nous sommes dans une sorte de situation pré-révolutionnaire, comme aurait dit Tocqueville. Vous voyez ? Cette situation où les pouvoirs établis sont devant des forces nouvelles, dans cette situation délicate où s'ils ne font rien, ils sont emportés, s'ils cherchent à se défendre, ça renforce l'opposition. Donc je pense que c'est ça qui définit le mieux le monde dans lequel nous vivons. Et d'ailleurs, ça rejoint avec le Sud global. C'est que dans ce duel entre eux et nous, des pays pivots comme l'Inde et d'autres peuvent faire une différence. Vous avez cité le fait qu'on classait régulièrement le PIB de la Russie à côté de celui de l'Italie, en disant que c'était une illusion. Alors, vous le mettriez où? Parce que c'est tout de même un pays assez curieux. Alors, le PIB, on peut le prendre en PPA, enfin, tout ce qu'on veut, etc. Bon, il reflète tout de même quelque part, et même si les chiffres sont faux, enfin, en tout cas, comment un pays comme ça, vous le mettriez où? Il est au niveau de la France, il est au niveau de l'Angleterre? En termes statistiques, par habitant, c'est celui de la Grèce ou du Portugal. Hein. Ouais, je crois qu'il ne faut pas faire une réduction à d'économie, si vous voulez. Le PIB, c'est un facteur important, mais c'est un facteur parmi d'autres. Ça ne résume pas la réalité des rapports de force dans le monde. Il y a aussi la population, l'histoire, les ressorts, etc. Il y a beaucoup d'autres phénomènes. Et puis, il y a le fait que, comme c'est une puissance qui dispose de ressources naturelles immenses, c'est limitatif parce qu'elle n'a jamais réussi à diversifier son économie, comme vous le savez. Mais en même temps, il y aura toujours des clients. Alors, on dit le pétrole et le gaz, ça va disparaître avec la transition énergétique. Mais enfin, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, même si ça disparaissait un jour, le territoire russe recèle aussi beaucoup de minéraux ou de produits très importants pour l'économie du futur. Donc, moi, je vois un peu la Russie comme cette puissance pauvre dont on a parlé, une expression qui est consacrée, et qui peut durer comme ça très longtemps, si vous voulez. Alors, ce serait mieux si elle dépassait cette situation et si, grâce à un état de droit, grâce à diversification de son économie, elle se rapprochait de notre modèle de développement. Mais le fait est que jusqu'ici, ça ne s'est pas produit. Bon, vous ne répondez pas à ma question, mais... Allez-y, alors précisez-la. Vous voulez répondre? J'ai un petit élément. Oui. Merci monsieur l'ambassadeur pour votre éclairage. Moi je connais très bien le Brésil pour y avoir vécu, et le Brésil comme la Russie font partie des BRIC. Donc BRIC, je rappelle, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et des fois on met le S ou pas. Donc S c'est pour l'Afrique du Sud, mais on ne met pas toujours l'Afrique du Sud, je ne sais pas pourquoi. Et donc je connais très bien le Brésil et un peu la Russie quand même. Je trouve quand même que la Russie est beaucoup plus développée que le Brésil. Donc bon, ça ne répond pas à votre question par rapport à l'Europe, mais bon, c'est un petit élément de réponse.
Non, Attendez, j'ai une autre question pendant que je... quelque part, il y a tout de même un débat mondial, je dirais, autour de ce que nous appelons pompeusement nos valeurs universelles, qui sont une vaste foutaise. La seule valeur... Enfin, il n'y a que 2 valeurs universelles. Il y en a une qui est l'instinct de survie. OK, les animaux, les hommes, enfin, tout le monde essaye de continuer. Et puis, la deuxième, c'est que les puissances occidentales ont gagné la guerre de 1945, et donc, elles ont installé leurs valeurs comme valeurs universelles. La Russie, enfin la Chine déjà bouge en disant « mais attendez, les valeurs universelles, c'est les valeurs de l'Occident ». Au passage, l'Occident, il fait varier ses valeurs universelles en fonction de ses états d'âme. Il passe au wok, il revient sur l'avortement, sur la peine de mort, enfin, tout ce que vous voulez, et il impose ça au monde comme des valeurs universelles. Bon, la Chine commence à contester solidement ce genre de truc. La Russie fait pareil. Vous dites quand les pays sont puissants, ils le montrent. Bon, comment on va régler ce problème-là, sachant que les USA, au milieu de tout ça, imposent dans l'Occident les intérêts des États-Unis par rapport aux valeurs universelles de l'Occident. Expliquez-moi pourquoi, parce qu'une transaction internationale est libellée en dollars, je deviens tout à coup justiciable d'un tribunal dans le Delaware. Permettez-moi de revenir autour de cette question, parce que la dimension non seulement économique, mais de l'organisation de l'économie a certainement joué un rôle tout à fait important, dans la mesure où, j'en conviens bien volontiers, il y a eu une sorte de cogestion dans le domaine militaire que vous avez tout à fait expliqué, mais où la Russie s'est sentie en danger. Quand je dis la Russie, je devrais dire le gouvernement russe s'est senti en danger. Et je prendrai un thème, un point qui m'est plus familier, cette perspective de possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne représentait véritablement pour le gouvernement russe un danger existentiel. Alors, et là, on revient sur les questions de valeurs et les questions d'Occident, parce qu'en fait, on ne peut pas parler d'une agressivité de la part de l'Occident dans le domaine militaire, mais quand même d'un esprit de conquête dans le domaine économique et dans le domaine de l'organisation de l'économie. Et c'était d'autant plus sensible en Russie, que la tentative de libéralisation de l'économie avait provoqué un profond traumatisme dans l'opinion publique russe et probablement auprès de ses dirigeants. Alors, non, la question, non, c'est pas seulement un commentaire. La question, c'est que là, effectivement, nous touchons au point des valeurs et au point de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors moi, je suis plus particulièrement sensible à l'Amérique latine, qui, elle aussi, voit souvent le double discours de l'Occident, qui a été dénoncé de part et d'autre, enfin dans de nombreux pays dans le passé, d'être à la fois des donneurs de leçons sur le plan moral et d'avoir une double morale dans la réalité. Alors, vous abordez des questions évidemment extrêmement difficiles, là, de plus en plus difficiles. Ce que je peux vous donner, c'est ma vision. Parce que je ne suis pas philosophe, donc sur les valeurs universelles, là, je veux dire, j'ai un peu de mal personnellement à suivre ce débat. Ce que je crois, c'est qu'il y a eu un moment, après la chute de l'Union soviétique, le moment Fukuyama, si vous voulez, où le monde, l'opinion mondiale qui était en gestation à ce moment-là, penchait vers l'idée que oui, finalement, le modèle occidental était le meilleur. Et je l'ai vécu quand j'étais moi-même à New York,
Depuis New York, on a une vision assez bonne du monde global. Et là, un des points sur lequel je me distingue d'Hubert Védrine, c'est que je n'ai pas vu de prosélytisme occidental, si vous voulez. Parce qu'on oublie trop qu'après la chute de l'Union soviétique, nous, on était occupés par exemple, la gestion des guerres en ex-Yougoslavie. Notre préoccupation, ce n'était pas de convaincre le Brésil de rejoindre le modèle libéral, c'était de gérer des crises déjà. Et c'est quand même ça le mode de fonctionnement de nos gouvernements. Alors évidemment, il y a des discours, il y a des leçons, et si vous voulez, année après année, les rédacteurs du Quai d'Orsay, dans le discours du ministre à l'Assemblée générale des Nations unies, disent les droits de l'homme, c'est fondamental, non à la peine de mort, oui aux LGBT, etc. Mais ce n'est pas ça le fond de notre politique. Ça, c'est la rhétorique. Ce n'est pas ça qui définit la politique étrangère. Et donc, il y a eu ce moment où la nature des choses faisait que le modèle occidental avait gagné. Et puis, ça s'est très vite retourné. Ça s'est retourné parce que les Américains ont gâché le capital occidental en envahissant l'Irak. Et moi, j'ai vu personnellement, de mes yeux ou dans ma chair, à ce moment-là, l'ADN anti-impérialiste et anticolonial de l'ancien tiers-monde qui ressurgissait. Il y a des choses très, très simples, c'est que, vu de Washington et peut-être de certaines capitales européennes, l'Irak, c'était le risque des armes de destruction massive. Et donc, prendre Bagdad, c'était lutter contre le risque des terroristes accèdent à l'arme nucléaire, des choses comme ça, si vous voulez. Mais vu du Maroc, ou vu de Syrie ou d'ailleurs, c'était Bagdad qui, dans l'imaginaire des peuples musulmans, a une valeur en soi, si vous voulez, considérable. Et c'est ce type de clash des perceptions qui a commencé à jouer à notre détriment à partir de ce moment-là. Bon, évidemment, la crise financière de 2008 a aussi beaucoup cassé le prestige du modèle occidental. Et donc, cette bataille des valeurs, c'est peut-être, encore une fois, c'est pas mon terrain, mais disons cette bataille des modèles, s'est jouée dans les opinions publiques, pas du tout sur le thème de notre prosélytisme ou pas, mais sur le thème des faits qui desservaient notre propre cause. Et au fond, j'ai le souvenir d'une phrase de Clinton, quand il était président, qui avait dit « Nous aurions intérêt à consolider ces règles de ce qu'on appelle l'ordre libéral international pendant que nous sommes dominants. Parce que un jour, nous cesserons d'être dominants et à ce moment-là, ça jouera pour ou contre nous. » Et les Américains ont fait le contraire. Ils ont affaibli les règles de l'ordre libéral international. Et là, un des calculs de l'époque, c'était que la Chine s'intégrerait, deviendrait un stakeholder, comme on disait, responsable, sans voir qu'on n'intègre pas un pays comme la Chine, une civilisation comme la Chine ou comme l'Inde. Ça, c'est pas possible, si vous voulez. On est dans d'autres dimensions. Et c'est tout ça qui s'est produit. Ça n'a rien à voir avec, au fond, l'universalité des valeurs ou le prosélytisme. C'est plutôt l'espèce de marché historique des modèles. Et là, soyons optimistes, puisque c'est un peu une des règles de votre club. Je me demande si la guerre en Ukraine ne marque pas un coup d'arrêt à la montée du modèle autoritaire. Et dans le livre
dans le livre que vous avez cité, non mais dans le monde des nouveaux autoritaires, et là je reprends, je crois, la même idée, moi je pense que, j'appelle ça le rendez-vous de 2025, je pense que nous avons vécu là depuis un certain nombre d'années avec le populisme, etc., une crise du modèle libéral. Je crois que maintenant, je prévoyais une crise du modèle autoritaire. Et je crois qu'il est là, la crise. Je crois que, au fond, l'autoritarisme de Poutine a connu son moment d'hubris, comme les autres, et il va échouer, et il va souffrir, il va baisser. Quant aux Chinois, on voit la démographie, l'économie, la gestion du Covid. Là aussi, les signaux commencent à devenir négatifs. Et donc, au fond, dans ce marché des valeurs ou des modèles, ce n'est pas certain que le nôtre soit si perdant que cela. Et peut-être là aussi, pour rester dans le très haute métapolitique, je dirais qu'il y a peut-être une chance, non pas de restauration de l'ordre libéral international, mais de retour de celui-ci s'il est capable de s'adapter, de se modifier, d'être moins effectivement prêchi-prêcha et plus inclusif vis-à-vis du Sud global. J'ai un peu mieux répondu à votre question ? Oui, deux remarques là-dessus. La première, c'est qu'on est tout de même très professoraux quand on dit à tous les régimes politiques, vous devenez dictatoriaux, donc on vous aide plus. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est pas facile, hein. Je ne dis pas que j'ai des solutions. Le deuxième, tout de même, c'est que je pense que plus que la Russie, c'est la Chine qui est un vrai souci, parce qu'il y a 1,4 milliard de Chinois, il n'y a que 147 millions de Russes. Et puis surtout, le modèle chinois, pour le moment, il réussit. Voilà, tout le monde l'a dit, hein, le vrai problème, c'est que nous avons toujours considéré que le progrès allait avec la liberté, le succès économique avec le libéralisme, et que les Chinois ont inventé un modèle jusqu'ici qui réussit à avoir le progrès économique avec le maintien de la dictature. Mais est-ce que ça va durer? Question mark quand même. Bonjour. On parle de puissance et de politique étrangère, et tout ça doit être financé. Il n'y a pas de puissance sans argent. Et est-ce que Poutine n'a pas attaqué trop tôt? Je pense par exemple à la guerre des Malouines. Bien sûr, les Ukrainiens étaient de plus en plus armés après 2014 par les Américains et par les Britanniques. Mais Poutine a quand même réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Il part d'un pays qui est plus ou moins ruiné. Il en fait une vraie puissance agricole, il réussit à bien monnayer ses matières premières, le niveau de vie en Russie commence à s'améliorer. La Russie, pour moi, était sur une pente extraordinairement croissante depuis 1991. L'Occident, d'un autre côté, est ce qu'il est, c'est-à-dire prospère avec un endettement absolument phénoménal, et on ne sait pas comment un jour ça va se résoudre. Donc peut-être qu'il a espéré un croisement des courbes en se disant maintenant on va y être avec l'allié chinois, avec je ne sais pas qui. Et c'est un peu la guerre des Malouines, c'est-à-dire je vais attaquer le Britannique, mais les porte-avions n'étaient pas encore partis à la casse, donc il y a eu un retour de bâton. Donc oui, et cet Occident un peu mou, qui s'est retrouvé à deux doigts du désastre, a trouvé la force de réagir, et ça, c'était pas prévu, plus les erreurs de l'armée russe, plus, etc. Donc, je pense que tout n'était pas complètement joué d'avance. Je sais d'ailleurs pas comment ça va se terminer, mais je suis pas persuadé que l'Occident, qui a encore tiré des traites sur l'avenir par la dette, soit tellement tiré d'affaire comparé à des pays qui peut-être n'ont pas réussi, qui vont peut-être échouer politiquement, la Russie, qui vont peut-être échouer militairement, mais qui sont à des niveaux d'endettement super faibles, qui ont encore une capacité de croissance, et la partie, elle n'est peut-être pas si jouée que ça, ni dans un sens ni dans l'autre. Bonjour.
J'ai deux questions qui sont liées. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais selon vous, qu'est-ce qui a conduit à la sous-évaluation de la Russie comme pouvant être une puissance, la puissance qu'elle est devenue aujourd'hui? Et ma deuxième question, c'est que vous avez un point de vue assez optimiste quand vous dites que les modèles autoritaires de la Chine et de la Russie ne sont pas voués à durer dans le temps. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être le point de bascule et faire en sorte que ces modèles, justement, ne durent pas? Alors, sur le premier point... si vous voulez, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, etc. Ce qui est assez compliqué avec la Russie, c'est qu'il faudra pouvoir étudier au cas par cas, parce que ce que j'ai dit, c'est surtout vis-à-vis de la France et de l'Allemagne. Aux États-Unis, le phénomène ne s'est pas produit, le phénomène de sous-estimation de la menace russe. Et évidemment, en Pologne ou dans les pays baltes, il s'est produit le phénomène inverse. Il s'est produit un phénomène de super vigilance, si vous voulez. Alors, en France, je crois que ça vient de la fin du XIXe siècle, cette idée qu'on a besoin de la Russie contre la Prusse. Et après, ça a été revivifié pendant l'entre-deux-guerres, plus le prestige culturel, les liens historiques, plus l'anti-américanisme. Ce qui fait qu'on éprouve toujours le besoin d'avoir un contrepoids à l'Amérique, plus le Parti communiste, etc. Enfin, c'est vraiment un ensemble de facteurs, mais s'il devait y avoir un phénomène qui essaie de résumer le tout, je dirais qu'on perçoit la Russie comme un underdog. Underdog. Je ne sais pas comment on dit en français. Comme un challenger d'un monde établi dans lequel nous-mêmes nous sommes mal à l'aise. Nous aussi, nous sommes un peu des challengers. Et ce qui est toujours très frappant en France, si vous voulez, c'est que la France, c'est un des pays occidentaux, un des piliers de l'Occident. Mais malgré tout, on se perçoit, on se rêve comme autre chose que des Occidentaux, comme méditerranéens, comme du Sud, comme liés, je ne sais pas quoi, l'Amérique latine, etc. Et d'ailleurs, c'est vrai, on a des affinités charnelles avec d'autres mondes que l'Occident. On oublie de dire que c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres pays. Mais nous, on est les éternels challengers, au fond, du modèle anglo-saxon. À la différence des Russes, c'est qu'on cherche quand même à se rapprocher du modèle anglo-saxon, mais toujours avec une frustration. On préférerait être ceux qui définissent le modèle. Et donc, il y a une sorte d'affinité entre la Russie et nous, qui est une affinité psychologique en profondeur. Puis, deux anciennes grandes puissances impériales que l'histoire a ramenées à des proportions plus limitées, quoi, voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Russes ont su exploiter, bien sûr, ces sentiments-là. Bon, la Russie tsariste avait une longue pratique de l'achat des journalistes dans tous les pays, etc. La Russie communiste avait fait de la propagande un de ses atouts principaux, et la Russie poutinienne a continué cette tradition-là, quoi. Ce qui fait que je ne suis pas sûr que les agents d'influence aujourd'hui, volontaires, ou les idiots utiles en France et ailleurs, soient stipendiés, en tous les cas pas tous. Mais il y a une façon de traiter les gens qui fait qu'ils savent cultiver leurs amis, quoi. Et alors, dans cet ordre d'idées, on a mentionné les BRICS tout à l'heure. Là, j'avais étudié en 2014-2015 ce phénomène extraordinaire de la façon dont les Russes ont fait une OPA politique sur les BRICS. C'est eux qui ont créé ce format. Et je me souviens très bien que dans nos chancelleries, ça a été accueilli par la dérision, puisqu'on disait
ces pays n'ont aucun intérêt commun. Ils se disputent sur tout. Par exemple, je sais pas, l'élargissement du Conseil de sécurité. La Russie et la Chine ne veulent pas en entendre parler, alors que l'Inde et le Brésil le voudraient. Et comme ça, de multiples exemples prouvent qu'en réalité, c'est un attelage qui n'a pas beaucoup de sens, au sens pratique. Malheureusement, ils sont unis par le ressentiment à l'égard de l'Occident, et ils ont trouvé dans cette histoire de domination du dollar et d'extraterritorialité des lois américaines, malgré tout, un point commun. Et ça, les Russes ont très bien compris que dans le monde d'aujourd'hui, les puissances montantes, non seulement économiquement, mais en termes philosophiques, en termes d'image, c'était les BRICS. Et qu'en s'associant à eux, ils s'offraient un bain de jouvence formidable. Et notamment, je dois dire que Lavrov a été instrumental dans cette compréhension. Et donc, les Russes n'ont pas que des défauts, hein, c'est aussi une culture assez créative et sophistiquée, et ils ont très bien pris le vent de cette espèce de révolte du Sud ou de réapparition de l'ADN anti-impérialiste et anticolonialiste pour le tirer à leur profit. Il y a eu un moment qui pour moi, a été très illustratif, ça a été après l'annexion de la Crimée, qui était quand même la violation de tout ce à quoi croient les BRICS en termes de non-respect de la souveraineté, etc. Il y avait eu une réunion des BRICS à un endroit qui s'appelle Fortaleza, au Brésil, où le dîner le soir, c'est un diplomate brésilien qui me l'a raconté, devant Modi, devant la présidente brésilienne, le Sud-Africain, etc., Poutine a dit, écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de régime à Kiev, c'était les Occidentaux qui l'ont provoqué, c'était dans mon backyard, je ne pouvais pas ne pas réagir. Et les autres l'ont compris. Ils parlaient le langage qui était compréhensible par Modi ou par Mme Rousseff, parce que c'était la main des Occidentaux, c'était le backyard, la zone d'influence, et au fond, ces pays-là, ils rêvent d'avoir leur propre zone d'influence, et cette espèce de connivence a été déterminante. Et là, les gens qui vous disent les BRICS, ça ne sert à rien, ils ne sont pas d'accord entre eux, oui, peut-être, mais dans cette réunion-là, ça a été très important pour Poutine. Et ce qui se produit en ce moment, c'est un peu le même phénomène. Alors, malgré tout, pas aussi prononcé, parce que là, l'agression est tellement marquée que tout le monde est obligé de condamner, bien sûr. Mais il y a quand même, sinon la même connivence, au moins une certaine indulgence. Ce qui peut jouer, c'est... là où ça va se jouer, c'est en Chine, bien sûr. Et là, il y a beaucoup de scénarios possibles. Il y a des scénarios très noirs, parce que le Parti communiste chinois a créé une opinion publique hyper nationaliste. Il a chauffé son opinion à fond, si vous voulez. Et donc, si aujourd'hui, pour des raisons pratiques, il devait conclure qu'il faut maintenant reculer, revenir à une attitude plus accommodante avec l'Occident, c'est pas sûr qu'il serait suivi par tout le monde dans son opinion. Même problème pour Poutine, d'ailleurs. Il a aussi créé des radicaux, des gens qui sont encore plus nationalistes que lui. Mais on peut aussi imaginer un scénario à la japonaise, c'est-à-dire que la Chine ne va pas cesser d'être une grande puissance, mais elle peut cesser d'avoir une croissance aussi insolente. Elle peut commencer à avoir des problèmes, et donc être obligée de s'occuper de ses problèmes intérieurs et d'être moins expansionniste ou moins agressif sur le plan extérieur. Et c'est là où il faudra des hommes d'État en Occident. Évidemment, il ne faudra pas recommencer les erreurs
qui ont été commises au moment de l'unipolarité américaine, au moment où l'Occident était insolemment dominant. Il faudra trouver, vis-à-vis du Sud, je l'ai dit, mais peut-être aussi vis-à-vis des puissances autoritaires, une façon de traiter qui puisse conduire à une forme, sinon de paix véritable, au moins de coexistence pacifique, comme ça avait été le cas avec l'URSS. Oui, bonjour. J'ai été très frappé par ce que vous indiquiez et j'ai repéré plusieurs grandes erreurs qui ont été faites au cours des 30 ou 40 dernières années. La première, c'est qu'on a oublié que la Russie avait beaucoup d'armes. La deuxième, c'est qu'on a trop armé les Ukrainiens. La troisième, c'était l'Irak qui a été envahi par la peur d'armes de destruction massive en Irak. Et enfin, la grande question pour demain, c'est faudra-t-il plus d'armes ou pas? Et je me demande si le point commun de tous ces points, c'est pas le mot armes. Et je me demande s'il y a une chance, enfin, je vous demande s'il y a une chance de retrouver un jour l'intuition du Roosevelt de 1945 qui disait que le premier défi diplomatique universel, c'était d'arriver à se convaincre que l'enjeu est qu'aucun pays n'ait assez d'armes pour attaquer son voisin. Alors, d'abord, je voudrais corriger une chose. Je ne crois pas qu'on a trop armé les Ukrainiens. Je crois qu'on a eu raison. Enfin, les anglo-saxons ont eu raison. Ce qui s'est produit, d'ailleurs, qui est assez... je suis très, très frappé de voir que personne ne le note, c'est qu'après le 24 février, il y a eu des transferts d'armes à l'Ukraine, mais au fond assez prudents. Et vous vous souvenez, c'était l'époque où on se disait « attention, ils vont perdre, et donc si on leur envoie trop de matériel, ça va arriver dans les mains russes ». Et c'est quand les Américains ont constaté que les Ukrainiens se défendaient très bien qu'ils ont commencé à augmenter leur transfert. Et d'ailleurs, ils l'ont fait là aussi avec certaines limites, en disant attention, pas de matériel à longue portée qui puisse atteindre le territoire russe ou des navires, etc. Puis petit à petit, quand ils ont vu que vraiment les Ukrainiens se défendaient très très bien, ils ont augmenté la mise. Et maintenant, on voit des paquets d'armes de plus en plus volumineux et surtout de plus en plus précis, méthodiques, dangereux finalement. Et là, c'est assez intéressant dans la psychologie américaine, quoi. Le succès va au succès. Donc au début, on donne sa chance, puis quand on voit que ça marche, alors là, on soutient à fond. Mais ce n'est pas une réponse à votre question, oui. C'est clair que l'un des périls extraordinaires de la situation actuelle, c'est la course aux armements. Et là, il y a eu un article d'un éminent professeur américain dans Foreign Affairs qui s'appelle Francis Gavin, et qui, parlant de la relation Chine-États-Unis, dit on peut espérer qu'il se passera après la crise ukrainienne ce qui s'est passé, il se passera après la crise ukrainienne entre la Chine et les États-Unis, ce qui s'est passé après la crise de Cuba entre l'URSS et les États-Unis, c'est-à-dire le sentiment qu'on est passé tellement près du désastre qu'il faut commencer à discuter d'une codification des armements. Et donc ça a été le début des négociations stratégiques russo-américaines et un certain plafonnement et surtout une codification, c'est-à-dire chacun sachant ce que fait l'autre, se surveillant mutuellement et donc limitant les risques. Et donc Gavin propose que les États-Unis fassent ce type d'ouverture vis-à-vis de la Chine. Il est possible que ça ne marche pas du tout, parce que ce n'est pas du tout l'état d'esprit des Chinois, mais c'est quand même une piste qui mérite d'être explorée. Et plus généralement, la question du désarmement devrait redevenir
une question d'actualité. Vous avez raison. Oui, j'ai deux questions. La première, on voit Erdogan revenir au centre du jeu en réussissant à la fois à armer les Ukrainiens et à commercer avec la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il est une des clés je dirais, de la résolution de la crise ou pas du tout? Et ma deuxième question, c'est sur l'avenir de la Russie. On voit une émigration extraordinairement forte des cerveaux, qui est encouragée d'ailleurs à la limite par le régime, qui se débarrasse ainsi de ses opposants un peu plus éclairés que le reste du pays. Et ça compromet quand même, à mon avis, fortement l'avenir d'un pays comme la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, je réponds à votre deuxième question, parce que moi je suis russophile, comme tout le monde en France. J'ai passé 4 ans à Moscou, j'ai gardé beaucoup d'amis, et effectivement, c'est absolument tragique que ce pays se vide de ses élites et se coupe de l'Occident et de l'Europe en particulier. Et ce sera une source d'affaiblissement considérable. Et on a le nez sur le guidon des sanctions. En réalité, beaucoup plus que les sanctions, ce qui est grave, c'est le contrôle des exportations et c'est la fuite des cerveaux. Parce que si les contrôles des exportations fait que la Russie n'a plus accès aux technologies de pointe de l'Occident, les chips, etc., et si par ailleurs toute cette classe des petits prodiges en informatique a plus ou moins quitté le pays. Donc là, ça va être des handicaps considérables. Et l'expérience prouve que les émigrés reviennent très peu. C'est presque irréversible. Et d'ailleurs, de ce point de vue, la Russie rejoint malheureusement le cas de l'Iran, de la Turquie aussi. Il y a eu une fuite des jeunes gens formés depuis des années. Et donc, ce sont des pays qui payent d'un appauvrissement humain leur prétention expansionniste. Et effectivement, pour la Russie, ça, c'est quelque chose qui me paraît, je suis d'accord avec vous, très très grave. Alors, Erdogan, c'est un cas fascinant, évidemment. C'est un cas fascinant et lorsque les premières négociations ukraino-russes ont eu lieu sur le territoire russe, mes amis russes ont dit, vous savez, le président fait ça par considération pour M. Erdogan, mais en réalité, il ne va rien se passer. Et ce n'est pas la Turquie qui est médiateur. Elle offre simplement des installations. Et je pense que c'était vrai. Dans l'affaire du grain, dans l'affaire du blé, il me semble que c'est allé beaucoup plus loin quand même. Et qu'il y a eu un rôle des Nations Unies, de la communauté internationale, mais que la Turquie a été quand même pas loin d'être un médiateur. Et donc là, on a vu, c'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'il y a un vrai soft power turc qui est à l'œuvre. Alors, oui, et le cas d'Erdogan, si on essaie d'éliminer l'élément personnel pour faire de la théorie politique, on peut dire que dans le monde dans lequel nous étions avant la Crimée, cette espèce d'affaiblissement des Occidentaux, de rééquilibrage des forces, de diffusion de la puissance dans le monde, c'était l'heure des puissances moyennes ambitieuses. Et donc qui prenaient leur autonomie. C'était l'Arabie saoudite et les Émirats qui envahissaient le Yémen. C'était la Turquie qui intervenait en Syrie ou en Libye ou menait un jeu distinct du jeu de l'OTAN. Est-ce que la guerre en Ukraine, en provoquant une nouvelle polarisation, va mettre un terme à ce phénomène? Apparemment non, puisqu'au contraire, c'est là que prospère la Turquie
d'Erdogan, qui sur le plan diplomatique, tout jugement de valeur mis à part, s'en tire admirablement, mais joue un jeu magnifique, bien sûr, en termes de pure réelle politique. Et donc, là, c'est difficile à dire pour l'avenir, hein, est-ce que ça va durer, etc. Mais pour l'instant, en tous les cas, il est possible que dans le monde qui va venir après l'Ukraine, ce type de puissance trouvera sa marge de manœuvre accrue et pas diminuée. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur les sanctions? Non pas qu'il aurait fallu ne rien faire, parce que ça aurait consisté à avaliser une agression, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu simplement armer autant que possible les Ukrainiens, interdire l'exportation du matériel sensible vers les Russes pour qu'ils ne puissent pas, avec nos équipements et composants, augmenter leurs forces militaires, mais surtout ne pas toucher aux matières premières dont on a besoin, dont la non-vente à nous n'a pas tant que ça pénalisé les Russes, puisque le peu de volume qu'ils ont perdu, ils l'ont retrouvé en prix. Donc ça, on s'est bien plus tiré une balle dans le pied, nous, de ce point de vue, que eux n'en ont souffert tel qu'il me semble. Donc ça c'était une question. Alors le deuxième point, je crois pas à l'existence d'un moment cubain entre la Chine et les États-Unis, parce que entre URSS et États-Unis, il y avait une relation qui était relativement symétrique. Mes armes servent à te détruire, tes armes te servent à... etc. Alors que le Chinois se vit encore dans une situation dissymétrique. Il dit, mais moi, je m'arme pour aller conquérir Taïwan. Donc, je ne vais pas me mettre au niveau qui empêcherait les États-Unis d'aller à Porto Rico. Donc, je crois qu'on ne va pas y arriver à cause de ça. On n'est pas dans les mêmes logiques. Voilà. Alors, je réponds très vite sur le deuxième point. Vous avez probablement raison. Effectivement, la situation n'est pas comparable. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un dialogue quand même stratégique pour essayer de limiter les risques. Sur le premier point, c'est presque philosophique. Moi, je crois qu'on a bien fait vis-à-vis de notre opinion publique. Et que justement, c'était le moyen qui s'est présenté de faire comprendre à nos opinions que la liberté a un prix. Et donc, si on ne faisait pas de sacrifice, ce n'était pas possible de mener ce combat. Mais je reconnais qu'on peut dire inversement, on fait le jeu des populistes, les gens ne comprennent pas, etc. Merci infiniment de votre attention. Merci à vous.